c'est je vais me charger d'une introduction générale puisque vous avez déjà dressé pas mal des enjeux. L'idée étant de dresser le contexte pour savoir en fait exactement dans quelle lignée s'inscrit ce projet-là, puisqu'effectivement, comme a pu l'évoquer Michel, il y a différents aspects qui sont importants pour qu'une démarche telle que la nôtre puisse fonctionner. Benjamin, tu peux passer la slide? Merci. Alors effectivement, comme évoqué par Hélène, l'agriculture aujourd'hui est un système qu'on interroge de plus en plus, et ça pour différentes raisons. Alors la raison sans doute la plus connue et effectivement qui a été soulignée en introduction, c'est celle de son poids par rapport au dérèglement climatique et notamment à l'émission de gaz à effet de serre. Effectivement, on estime qu'aujourd'hui 22% de l'émission de gaz à effet de serre est due au secteur de l'agriculture. Et en fait, ce qu'il est important de comprendre, c'est que ce chiffre-là, il change très peu, quels que soient les pays qu'on regarde. Alors, à l'exception du continent africain, qui a une agriculture qui est moins intensive, mais à l'échelle du globe, il est en fait assez stable. Et donc, structurellement, en fait, l'agriculture est émettrice de gaz à effet de serre. Alors, très rapidement, ces gaz-là, c'est notamment du méthane qui vient de l'élevage intensif, donc notamment de l'élevage bovin, et le protoxyde d'azote qui vient de l'utilisation d'intrants, notamment d'engrais azotés, qui soient minéraux ou organiques. Et à noter que ces gaz à effet de serre, ils ont un pouvoir réchauffant qui est bien supérieur à celui du CO2 en tant que tel. Donc en fait, voilà, dans ce chiffre-là, il y a l'idée que structurellement, l'agriculture est émettrice nette de gaz à effet de serre. Le deuxième élément qui effectivement questionne et sur lequel je ne vais pas forcément revenir puisque Hélène l'a évoqué en introduction, c'est l'appauvrissement des sols à l'échelle du globe, qui lui est dû à l'agriculture en tant que telle, mais derrière aussi à d'autres formes de pollution qui sont liées à l'emprise en fait, de l'homme sur les sols. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a très peu documenté pendant des années, puisqu'on ne s'est pas suffisamment rendu compte que les sols étaient la base de toute activité humaine, que ce soit des bases de construction, des bases d'alimentation, mais également que de ça dépend de l'urbanisation, dépend aussi l'accès à l'eau, comme a pu l'évoquer Michel. Et en fait, les sols sont la base de tout. Et cet appauvrissement des sols, dans notre cas de l'agriculture, il conduit à une baisse des rendements, entre 8 et 10% à l'échelle mondiale. Et enfin, l'agriculture, elle a un impact sur la biodiversité. Et encore une fois, si vous me permettez l'expression, c'est un peu l'ironie du sort, puisqu'elle dépend également de cette biodiversité pour continuer à produire. On estime aujourd'hui qu'une grande l'IPBES, en fait, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, estime que 5 à 8% de la production agricole mondiale est directement liée aux pollinisateurs, qui eux sont en voie d'extinction. Et ça, c'est entre 200 et 500 milliards d'euros si on le chiffre économiquement à l'échelle du globe. Donc voilà, structurellement, le modèle agricole questionne. Et aujourd'hui, et c'est là tout l'enjeu, il est face à des défis qui sont inédits. Le premier défi, c'est effectivement la croissance de la population. On estime qu'on sera minimum 9,5 milliards en 2050 et qu'en plus de ça, cette population, elle consomme de plus en plus de calories. En moyenne, c'est 20% de plus en 50 ans. Et donc, il faut en nourrir plus et il faut nourrir mieux, entre guillemets, chaque personne. Et derrière, et là pour le coup je ne vais pas m'attarder puisqu'on a des exemples malheureusement très actuels qui illustrent ces points-là, il y a la question de la sécurité alimentaire au niveau mondial et de la résilience alimentaire de chaque pays. Pourquoi ces problèmes-là sont liés? Parce qu'en fait, dans la logique de mondialisation et de spécialisation des agricultures, on a mis la question de la sécurité alimentaire de chaque pays un peu de côté pour en fait, favoriser un marché mondialisé qui est très dépendant des cours internationaux. Et en fait, on a toute une partie du globe qui est dépendante des importations agricoles et une partie qui est pourvoyeur d'agriculture au niveau mondial. Ce qui fait qu'en fait, c'est un système qui est extrêmement fragile, quelle que soit la crise politique ou climatique qu'on peut affronter. Benjamin, si tu peux passer à la slide suivante. Et on arrive dans une situation où, donc, qui est illustrée par cette citation-là, qui est que si on continuait en fait à vouloir nourrir l'entièreté de la population avec le système actuel, il faudrait qu'on rase toutes les forêts existantes pour relever le défi de la croissance de la population. Et cette déforestation, elle aurait pour effet une croissance exponentielle des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture au niveau mondial. Donc c'est là où on se rend compte que
il faut changer de système, comme cela a été justement souligné en introduction. Et après toutes ces mauvaises nouvelles, quelques bonnes nouvelles, puisqu'il y a effectivement différentes solutions qui existent. Nous, on s'inscrit dans une solution qui relève de l'agroécologie. L'agroécologie, c'est quoi? Alors, c'est une méthode qui va prendre un parti un peu différent de l'agriculture intensive et qui va chercher à utiliser ce qu'on appelle les services écosystémiques. Donc, si je le vulgarise, ça serait la façon dont la nature fonctionne pour servir la production humaine, mais en se basant avant tout en fait sur les écosystèmes naturels et donc le fonctionnement normal de ces écosystèmes. Donc, en anglais, nous, on s'inscrit dans ce qu'on appelle le land sharing, c'est-à-dire une agriculture qui soit à la fois respectueuse de la biodiversité et un refuge pour la biodiversité, et en même temps qui soit productive et utile à l'homme. Aujourd'hui, ça s'oppose à une autre vision qu'on qualifie de land sparing, qui serait en fait de créer des habitats pour la biodiversité et des zones très fortement intensives en agriculture. Mais cette approche-là pose différentes questions sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre, parce qu'elle ne s'affranchit pas des intrants. L'agroécologie, elle s'affranchit de tous les intrants chimiques et elle essaye d'utiliser les forces de la nature pour cultiver. Et nous, on essaie de pousser cette logique encore plus loin en cultivant des terres qui généralement sont considérées comme impropres à l'agriculture. Et c'est là, donc par l'agroécologie, cultiver des déserts. Et c'est là où s'inscrit le projet From Sun to Green. Je vais laisser la main rapidement à Wissal qui va faire un retour d'expérience sur ce qui a déjà été réalisé. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Oh, merci. Merci Gauthier pour l'introduction. Merci Hélène et Michel pour l'introduction aussi. Alors moi, je vais vous parler plus spécifiquement du retour d'expérience qu'on a eu sur notre exploitation au Maroc. Donc, comme Gauthier vient de le dire, aujourd'hui, l'agroécologie s'inscrit comme une des meilleures ou une des seules, j'ai envie de dire, solutions aux problématiques que l'agriculture conventionnelle aujourd'hui implique. Donc, l'agroécologie, ce que je voudrais rajouter, c'est que c'est aussi c'est une manière de faire de l'agriculture qui est plus respectueuse de l'environnement et des hommes, mais c'est aussi, elle peut aussi être porteuse d'une vision politique, disons, de souveraineté alimentaire. Dans la création de systèmes semenciers, les circuits courts de commercialisation, en passant par la nutrition, l'agroécologie, elle se détache de la seule production et elle prend en compte des contextes socio-économiques et environnementaux un peu globaux. Et c'est ce qu'on peut voir sur nos résultats. Aujourd'hui, nous nous sommes installés dans la région de Goulmim, qui est une région semi-aride du sud du Maroc. Nous sommes sur une superficie aujourd'hui de 3 hectares et où nous avons planté une multitude d'arbres, de plantes, de production végétale, etc. Aujourd'hui, notre système a de nombreux résultats. On commence par la production alimentaire dans un système agroforestier qui est un système où on a un rendement qui peut aller jusqu'à les 18 tonnes l'hectare en production alimentaire. Ceci nous permet de proposer une alimentation qui soit locale, une alimentation qui soit aussi de saison, qui soit diversifiée, de meilleure qualité. Et ça implique le développement de circuits courts à notre niveau, mais au niveau aussi des communautés autour de nous. Je vais parler de ce point-là dans un instant.
parce qu'il est très, très intéressant. On ne peut pas s'inscrire dans une démarche de développement durable sur un territoire sans pour autant impliquer la population locale et les communautés autour du projet. Donc voilà, aujourd'hui, on a un rendement alimentaire qui est très, très intéressant. Euh, L'agroforesterie nous permet de réduire l'impact environnemental et climatique de notre agriculture et de notre alimentation, euh, mais aussi la recréation de la biodiversité. Et cela se fait c'est une remarque quand on a commencé à se faire assez rapidement, quand le modèle a commencé à être installé, à partir de la première année où nos arbres ont commencé à prendre, où toutes nos cultures ont commencé à donner, mais surtout quand on a remarqué que notre sol a commencé à se régénérer. Parce que ce qui est important dans une agriculture de régénération, c'est le sol. Parce que, comme a dit tout à l'heure Gauthier, trouver des terres arables aujourd'hui, euh, ce n'est pas chose facile. Les terres arables ou les sols arables passent des centaines d'années à se former. L'un des objectifs de From Sand to Green et d'une agriculture de régénération est en premier de prendre soin du sol, le régénérer, de remettre de la vie dans le sol pour qu'on puisse avoir une vie hors sol pour qu'on puisse créer cette biodiversité qui démarre du sol et qui s'étend au-delà du sol. Donc, on parle aujourd'hui de vie du sol, mais on parle aussi de vie hors sol. Donc, nous avons remarqué euh, euh, l'installation d'oiseaux un peu partout au niveau de l'exploitation, l'installation de petits mammifères, de petits et grands insectes. On parle du scorpion à la petite abeille, aux différents types et espèces d'oiseaux autour. Nous avons aussi remarqué qu'avec l'installation de cette biodiversité, il y a eu l'installation d'une certaine résilience de nos plantes, de nos arbres, qui se retrouvent en meilleure santé, qui se retrouvent dans un environnement et dans un écosystème qui est équilibré. Euh, ça, c'est de super beaux résultats qu'on arrive à voir assez rapidement. Euh, il y a aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, la partie formation ou la partie intégration de la communauté locale dans notre système. Et là, au fait, techniquement, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons utilisé notre modèle agroforestier sur place au domaine Zaha, qui est l'exploitation euh, qu'on gère aujourd'hui. Donc, nous avons utilisé ce modèle-là comme un espace didactique, comme une espèce de Fab Lab un peu low-tech, parce que c'est ce qui est génial dans l'agroforesterie, c'est que c'est de la low-tech pure et dure. C'est un espace didactique qui va rassembler des femmes et des hommes pour d'abord témoigner, apprendre, mais appliquer et mettre en action toutes les pratiques d'agroforesterie. Nous avons fait un partage de savoir et d'enseignement sur des pratiques d'agriculture durable, d'amélioration des performances environnementales. Et ça a été le début de notre initiative communautaire. L'objectif de cette initiative, c'est de créer des opportunités économiques. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on a parlé de rendement, de création de circuits courts, etc., stabilisation et de l'autonomisation des communautés autour de nous. Euh, on est dans une zone aride où il y a beaucoup d'exode rural. Il y a aussi beaucoup de sécheresse suite au réchauffement climatique.
moins en moins de maintenance de ces espaces vitaux qui sont la petite paysannerie, les petits oasis dans la région. Donc, autonomiser ces communautés-là et ces populations-là et soutenir l'agriculture et la petite paysannerie. Euh, Nous avons remarqué que la formation en agroécologie a permis de donner des outils nécessaires à ces populations-là et à ces communautés-là à s'aider face au changement climatique. Certes, la petite paysannerie est une paysannerie qui est qui a un savoir-faire ancestral, mais aujourd'hui, avec les aléas du réchauffement climatique, euh, nos petits paysans se retrouvent dans une situation où ils n'ont pas assez d'outils, ils n'ont pas assez de résilience pour parer à ces changements-là, ces épisodes climatiques assez extrêmes de forte chaleur, de fort vent, de salinité, d'amoindrissement des ressources en eau, etc. Euh, donc, les objectifs basiques, pour essayer de finir, sur ça, c'est de travailler avec les membres de cette communauté. Aujourd'hui, nous avons une vingtaine de bénéficiaires, que nous avons aidés, à concevoir, des jardins, à améliorer des techniques. Nous avons identifié des agents de changement, pour avoir un impact plus large et plus durable et hem nous soutenons ces femmes et ces hommes aussi pour créer une banque de semences de culture locale qui va être à haute valeur ajoutée avec une intime conviction que l'autonomie des populations passe en premier par une autonomie en semences. Donc, tout cela, tous ces résultats-là, que ce soit des résultats économiques, des résultats sociaux, des résultats environnementaux sur la biodiversité, tout cela a été mis en place. Cela fait à peine 3 ans. Euh, les projets agroforestiers en zone aride ont des impacts euh, à plusieurs niveaux. C'est une plantation qui va pouvoir assurer une certaine sécurité alimentaire, comme nous venons de dire, dans une zone aride, sécurité alimentaire pour l'humain et pour l'animal, parce que dans notre système, nous comptons ou nous produisons pardon, du, de l'alimentation de bétail animal. Nous captons du carbone grâce aux arbres, grâce non seulement aux arbres, mais grâce au sol aussi et sa régénération. Et un impact social qui est très clair, très net et très euh, rapide qu'on peut voir sur euh, la création d'emplois, euh, l'autonomisation des populations locales et l'intégration de cette communauté-là dans un système économique et environnemental qui est durable et qui s'inscrit dans la pérennité. Voilà un peu le retour d'expérience de From Sand to Green au niveau de la zone sud du Maroc. Et ce n'est que le début. Bien. Excusez-moi pour la petite manipulation, il fallait que Voilà. Et je te passe la main, Benjamin. Merci beaucoup, Wissal. Merci énormément. Donc, j'imagine que vous vous dites, c'est super ce qu'ils ont réussi à faire dans le désert. Ils ont non seulement réussi à faire pousser des arbres, à produire, à vendre de la nourriture, mais également à régénérer les sols. Par contre, comme ça a très bien été dit en introduction, si on reste à ce stade-là et si on n'arrive pas à développer justement tout ce projet à plus grande échelle, l'impact sera minime et ça risquerait d'être fort dommage. D'où notre idée, après plus de 3 ans à travailler sur ce projet et avoir des résultats assez probants, à industrialiser cette méthode, à essayer d'aller beaucoup plus loin pour justement multiplier notre impact. On a donc construit la solution From Sand to Green en 3 briques distinctes avec cet objectif
d'aller vraiment industrialiser toute cette méthode pour aller la répliquer dans un premier temps au Maroc, mais également par la suite dans d'autres zones d'Afrique et du Moyen-Orient. Comme ça a été très bien dit en introduction, voilà, il y a un vrai or bleu en Afrique qui mérite d'être utilisé pour toutes les raisons qui ont été évoquées. La première brique de notre méthode, c'est tout l'aspect agroforesterie. L'agroforesterie, c'est la bonne combinaison, la symbiose des différentes espèces d'arbres et de plantes pour maximiser les bénéfices. Dans notre méthode qui a été développée en propre, on va fonctionner sur trois strates d'arbres. Une strate qu'on appelle la canopée, qui va venir faire de l'ombre et protéger les autres, une strate intermédiaire, une strate basse, et ainsi qu'un couvert végétal. Le couvert végétal permet non seulement d'aller améliorer l'état des sols, de garder aussi l'humidité des sols, tout en stockant aussi de l'azote. Chose importante si on veut éviter les intrants chimiques d'engrais azotés. Donc cette méthode d'agroforesterie, on l'a développée non seulement avec nos observations terrain, mais aussi avec des scientifiques d'à peu près tous les continents, je crois, grâce à différents partenariats, et notamment un partenariat avec le CGIAR, qui est le plus grand consortium au monde de scientifiques sur les thématiques alimentaires. Cette méthode qui aujourd'hui est une base de données, on est en train de la développer sur un software qui sera mis à disposition du plus grand nombre. La deuxième brique importante de notre projet est le dessalement. On fait du dessalement à petite échelle, c'est des petites unités de dessalement qui sont conteneurisées, donc qui viennent dans des petits containers et qui sont un peu comme des Lego, qui peuvent s'ajouter, se combiner afin de multiplier la capacité de dessalement et également ajouter ou enlever ou déplacer ces unités. Pourquoi il est important d'avoir du dessalement? Parce qu'on est dans des zones arides où il est important d'aller aider les arbres dans les premières années de leur vie. Il y a deux types de dessalement que l'on peut faire. On a un dessalement d'eau de mer, donc c'est de l'eau qui a une salinité autour de 35 grammes par litre. Et on a du dessalement d'eau saumâtre, qui est beaucoup moins connu et qui est une eau qui se situe en sous-sol, dans les aquifères, qui est une eau qui est complètement impropre à la consommation, que ce soit pour l'agriculture, que ce soit pour la consommation des ménages, tout simplement parce qu'elle est salée, mais pas aussi salée que la mer, étant donné que sa salinité est en dessous de 15 grammes par litre. Nous, c'est cette eau-là qu'on va chercher dans un premier temps, parce que c'est une eau qui coûte beaucoup moins cher à désaliniser et qui est une eau que personne ne veut. Donc, on fait de cette eau que personne ne veut une ressource pour nous et pour nos exploitations. Donc cette méthode d'agroforesterie et ce dessalement nous permet d'aller créer des plantations d'agroforesterie qui régénèrent les sols et qui vont générer trois types de revenus. Un premier revenu lié à la production des arbres, donc qui est un revenu de production alimentaire. Un deuxième revenu qui est lié au couvert végétal, qui va nous permettre de faire du fourrage et du biofuel. Et un troisième revenu qui est lié au crédit carbone, tout simplement parce qu'il y a un marché financier autour de la captation carbone qui s'est mis en place et qui nous permet de rentabiliser un maximum nos plantations d'agroforesterie. Donc, voici pour notre méthode. Si on veut avoir un impact, comme on le disait, il faut être capable de scaler. Voilà, pour réutiliser les termes de la Startup Nation, il faut pouvoir scaler rapidement. Pour scaler, il faut comprendre les règles du jeu du monde dans lequel on évolue. Les règles du jeu sont en train de changer. Aujourd'hui, on voit énormément d'entreprises, de fonds qui dirigent leurs investissements non seulement vers des investissements rentables, mais également des investissements à impact. Et c'est une bonne chose parce que ça a été souligné par le dernier rapport du GIEC. Si on veut avoir une chance de lutter contre le changement climatique, il faut absolument que les capitaux suivent. Et donc, pour cela, on a bâti des produits d'investissement qui sont nos plantations, qui sont basés sur ce qui se fait aujourd'hui pour les énergies renouvelables, c'est-à-dire qu'un opérateur de ferme solaire ne va pas investir en propre dans les panneaux solaires, il va créer une entité qui va récolter ces investissements et cette entité va mandater l'opérateur pour installer et opérer ces champs solaires. From Sun to Green fait exactement la même chose. On crée des entités juridiques qui récoltent ces investissements verts et qui mandatent From Sun to Green pour la mise en place
et l'opération des fermes d'agroforesterie. Et enfin, pour terminer, on a également de belles perspectives de développement. Ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est donc les premières étapes de From Sun to Green, qui a pour but de se développer dans d'autres régions d'Afrique. Et on a également des axes de recherche et développement qui se mettent en place, et notamment 3 axes principaux. Le premier axe repose sur la culture de microalgues. Tout simplement parce que sur notre dessalement, on a la volonté d'être complètement circulaire. Quand on fait du dessalement, il y a un déchet qui est dégagé, c'est ce qu'on appelle la saumure, donc qui est une eau hyper concentrée en sel. Aujourd'hui, via le dessalement d'eau saumâtre, on le recycle via des plantes halophytes. Demain, quand on fera du dessalement d'eau de mer, il est impossible de recycler ce déchet via des plantes halophytes, mais on peut le faire via l'intégration de cultures de microalgues, et notamment là, d'une Aliena salina, qui est une microalgue qui donne cette couleur rose aux marais salants du sud de la France. Ces microalgues ont des forts potentiels de captation carbone, mais également de compléments alimentaires et de création de biofuels. Donc, c'est notre premier axe de développement. Le deuxième, qu'on a déjà commencé et dont Wissal a parlé, c'est le développement des pépinières, voilà, pour multiplier nos semences et être en capacité d'intégrer verticalement notre business et de pouvoir aller fournir donc à nos bénéficiaires directement les différentes essences qui sont méticuleusement sélectionnées. Et notre troisième axe de développement, c'est donc cet enrichissement de notre système agroforestier qui aujourd'hui intègre une dizaine d'essences d'arbres qui sont résistants à la salinité des sols, résistants à l'aridité, qui ont une forte captation carbone et une forte plus-value. L'idée étant d'aller enrichir avec des nouvelles espèces. On a des milliers et des milliers d'espèces qui peuvent correspondre à justement ces caractéristiques-là et qui ont pour intérêt à être développées et intégrées dans notre modèle. Pour conclure, voilà, j'aimerais revenir sur ce qu'on disait en introduction. Aujourd'hui, on a un système agricole qui est net émetteur de CO2. On sera d'accord pour dire que c'est assez ironique parce que l'agriculture, c'est en partie la culture des plantes et des arbres. Ces plantes et ces arbres absorbent du carbone et donc il paraît assez antinomique de savoir que l'agriculture est net émetteur de CO2. On a vraiment pour vision d'aller voilà, transformer ce système qui aujourd'hui est net émetteur en un puits, en un vecteur de captation carbone, afin de nourrir une population croissante avec une alimentation beaucoup plus durable. Et comment est-ce que l'on fait aujourd'hui? On saisit justement ces opportunités de capitaux qui se dirigent vers l'agriculture régénératrice pour le mettre à profit de cette vision et à profit de nos bénéficiaires. Voilà. Je vous laisse maintenant à toutes vos questions. J'imagine que vous devez en avoir quelques-unes et je vous remercie beaucoup pour votre attention.